Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un mécanisme fiscal israélien assez particulier, mais vraiment important. L'exonération d'impôts pour les personnes en situation de handicap. Et on va voir que la logique derrière tout ça est, assez surprenante. Allez, on commence direct avec ce chiffre, 608 400 shekels. Il faut bien garder ce nombre en tête parce que, oui, ça représente le revenu maximum qu'on peut toucher en une année sans payer le moindre impôt. C'est juste énorme. Pour être tout à fait précis, il s'agit du plafond de revenu annuel qui permettait à une personne handicapée de ne payer absolument aucun impôt si on se base sur les chiffres de 2016 cités dans notre source. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Pour vraiment piger comment ce système fonctionne, il y a une distinction fondamentale à faire. C'est un concept clé mis en place par le fisc israélien et c'est vraiment la pierre angulaire de tout le dispositif. En fait, tout tourne autour de cette question, est-ce que le revenu est actif ou passif? Et cette petite différence, elle change absolument tout. Alors, le revenu actif, c'est facile. C'est celui qu'on gagne directement par son propre travail. Un salaire mensuel, par exemple, ou les bénéfices qu'on tire de son commerce. L'argent de l'effort personnel, en quelque sorte. Et le revenu passif, à l'inverse, c'est l'argent qui rentre sans qu'on soit activement au travail pour le gagner. Typiquement des dividendes d'actions ou des intérêts de placement financier. Bon, maintenant, le plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi cette distinction est si importante. C'est parce qu'elle donne naissance à deux plafonds d'exonération qui n'ont, mais alors, rien à voir l'un avec l'autre. Et cette structure, ce n'est pas du tout un hasard. C'est un vrai choix politique, un message fort. L'objectif, il est très clair. C'est d'encourager, d'inciter les personnes handicapées à entrer ou à rester sur le marché du travail. Ce graphique illustre ça parfaitement. Regardez la différence. Le plafond pour les revenus du travail, les revenus actifs, est immense, alors que celui pour les revenus passifs est tout petit à côté. Le message est un peu plus clair. Alors, voyons les règles du jeu. Pour le revenu actif, celui du travail, le plafond est très généreux, 608 400 shekels. Pour le passif, les investissements, on tombe à seulement 72 960. Mais attention, la règle la plus importante est là. On ne peut pas les additionner. Et c'est même plus subtil que ça. Pour avoir droit à l'exonération sur le revenu passif, il faut que le revenu actif soit quasi nul, ou en tout cas inférieur à ce petit plafond de 72 960. Bref, c'est vraiment l'un ou l'autre. Pour que ce soit bien clair, rien de tel que quelques exemples pratiques tirés de la source. On va suivre un certain Monsieur Cohen pour voir comment ça s'applique dans la vraie vie. Premier cas de figure, Monsieur Cohen est développeur informatique, il a un salaire, c'est un cas typique de revenu actif pur et simple. Il gagne 420 000 shekels par an, on est bien en dessous du gros plafond pour les revenus actifs, le résultat est donc logique, zéro impôt accueilli. Maintenant, compliquons un peu les choses. En plus de son salaire, M. Cohen reçoit des dividendes d'une société. Il a donc à la fois des revenus actifs et des revenus passifs. Alors, son salaire de 420 000 shekels. Il reste totalement exonéré puisqu'il est sous le grand plafond actif. Par contre, et c'est là toute l'astuce, comme ce salaire dépasse largement le petit plafond passif de 72 960 shekels, il perd le droit à toute exonération sur ses dividendes. Résultat, ils sont entièrement taxés. Voilà la fameuse règle du non-cumul en pleine action. Allez, dernier scénario. Imaginons que M. Cohen prenne une année sabbatique. Plus de salaire, il ne touche que ses dividendes, donc uniquement des revenus passifs. Là, comme il n'a aucun revenu actif, la situation change. Il peut enfin utiliser le plafond d'exonération pour les revenus passifs. Une partie de ses gains est donc exonérée et il ne sera imposé que sur le reste. Bon, après avoir vu toutes ces règles et ces cas pratiques, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Quels sont les points essentiels? En résumé, il y a 4 choses à bien avoir en tête. 1. L'économie d'impôt peut être vraiment importante. 2. Le système favorise très clairement le travail. 3. Il y a 2 plafonds très différents et ils ne s'additionnent pas. Et enfin, le plus important, tout repose sur cette distinction entre revenus actifs et passifs. Évidemment, tout ça amène d'autres questions et la source le mentionne bien. Par exemple, des revenus locatifs, c'est quoi? Actifs? Passifs? Eh bien, ça dépend des cas, ce qui rend les choses encore un peu plus complexes. Et toute cette complexité nous amène à la conclusion logique, au conseil final de la source. Vu les montants en jeu, vu les économies potentielles, le mieux est encore de faire appel à des spécialistes de la fiscalité israélienne. C'est la seule façon d'être sûr de bien naviguer dans ce système et d'appliquer les bonnes règles à sa situation.